Et revenu. Donc aujourd'hui, on va faire le chapitre qui va retracer l'historique, l'utilisation du JavaScript au départ d'un petit langage de script insignifiant à aujourd'hui le langage le plus utilisé partout, hein, que ce soit dans le web ou sur les serveurs ou que ce soit sur vos mobiles, sur vos desktops. Alors, c'est pas que c'est le plus utilisé, mais c'est qu'en tout cas, c'est qui est utilisable a priori dans le plus d'endroits possible. Et donc, vraiment, qui a une importance phare dans les technologies d'aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer? Rapido, c'est un sommaire, hein. Ça ne veut pas dire que je vais être ric-rac. Je vais pouvoir bouger un peu, je vais pouvoir digresser, on va pouvoir discuter éventuellement. À un moment, si vous avez des questions à la fin, vous les posez sans aucun problème, je suis là pour ça. Et si je ne connais pas la réponse, je vous le dirai honnêtement. Voilà, je ne connais pas la réponse à cette question. Donc, commençons par voir le contexte dans lequel on parle de JavaScript, l'historique de la technologie. Et ensuite, on va très vite bifurquer sur un concept qui n'est pas forcément au départ lié à JavaScript, vous le verrez, mais qui est le concept de single page application, et qui est donc le concept d'avoir des applications véritablement, non plus de simples sites web, mais des applications au niveau du navigateur. Et alors ça, vous allez voir que ça a changé la face du monde, et aujourd'hui, on vit en plein dedans. Et ensuite, on verra aussi l'apparition de Node.js, même si on ne va pas du tout l'étudier, mais néanmoins, on va voir l'apparition de Node et son impact sur le développement front-end. Parce que je vous rappelle que quand même, on est centré sur l'étude aujourd'hui et toute cette semaine du développement côté front-end et des outillages et de tout ce qui existe pour nous aider à travailler là-dessus. Je fais quand même un petit rappel. On est d'accord qu'au tout départ, dans les années 90, au tout début des années 90, quand on parle d'une application web, on parle en très grande partie finalement d'un navigateur qui est capable, via le protocole HTTP, d'envoyer des demandes, ce qu'on appelle des requêtes HTTP, à un serveur. Et le but du serveur, c'est de renvoyer une réponse HTTP, donc qui soit adéquate par rapport à la demande qui a été faite. Si je demande la page d'accueil du site de l'université, le serveur me renvoie la page d'accueil du site de l'université. Et puis au départ, c'était relativement simple. Au départ, la seule chose que peut gérer, grosso modo, mon navigateur, la seule chose qu'il peut lire, qu'il peut exécuter, c'est du HTML, c'est-à-dire le langage de structuration des documents. C'est ce qui va nous permettre du coup d'expliquer qu'il y a des paragraphes, des en-têtes, etc. Alors, je vous pars du principe que le niveau, comme on me l'a dit, est assez hétérogène en termes de développement web. Parce qu'il y en a qui en font, il y en a qui en font pas, il y en a qui en ont fait un peu en cours, etc. Donc, malgré tout, pour certains, vous allez dire, on connaît tout ça. Pour d'autres, c'est un rappel, je pense, salutaire. Et donc, le navigateur, lui, ne sait lire que 2 langages, grosso modo, et encore même CSS. À la base, ça n'existait pas, ça a été rajouté. Donc le HTML pour la structuration des pages, le CSS pour la mise en page, le style, et enfin les fichiers. Alors là, je dis JPEG, mais ça pourrait être PNG, ça pourrait être des fichiers statiques, on va dire, quoi. Donc le navigateur est aussi capable de lire ce genre de choses. Alors, ce qui nous manque côté navigateur dans les années 90, c'est ne serait-ce qu'un tout petit langage de script pour pouvoir faire des petites interactions, du petit dynamisme, entre guillemets, sur la page web elle-même. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le dynamisme nécessite forcément l'appel au serveur. C'est-à-dire, je veux valider que le formulaire a été bien rempli, j'appelle le serveur, je recharge ma page, et s'il y a des erreurs dans le formulaire, le serveur me redonne une page HTML identique, mais avec un petit message supplémentaire qui me dit que j'ai fait des erreurs. Bref, tout ça, ça demande des appels HTTP. N'oubliez pas qu'à l'époque aussi, on est sur des connexions où quand vous faites un appel au serveur, vous n'êtes pas sûr de recevoir la réponse avant 2-3 secondes pour que votre navigateur recharge bien la page. Donc tout ça est assez embêtant. En 1995, Netscape, qui est grosso modo, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo l'ancêtre de Firefox, de Mozilla en fait, grosso modo, Netscape va créer un langage dans sa collaboration avec Sun Microsystems qui, eux, vont lancer le langage Java, que vous connaissez tous très bien à l'université, vous vous en bouffez du Java. Donc ils sont tous un peu dans cette effervescence où le langage Java, la JVM, tout ça, ça va sortir, ça va révolutionner le monde. Et bien Netscape, qui est dans un partenariat avec Sun, lui veut lancer un petit langage de script qui à l'époque devait s'appeler Mocha, qui ensuite a dû s'appeler LiveScript, et qui ensuite, pour des raisons justement marketing, qui ont trait à cet accord qu'il y avait entre Netscape et Sun Microsystems qui eux-mêmes allaient sortir Java, on a appelé ça le JavaScript. Ce qui a été source d'ailleurs de beaucoup de problèmes pour les apprenants,
puisque encore aujourd'hui, on a toujours des recruteurs qui pensent que JavaScript et Java, c'est à peu près la même chose. On a encore des apprenants, des juniors qui peuvent penser ça, que JavaScript et Java, ou que genre JavaScript, c'est un petit Java. Voilà, c'est Java, mais plus sympa. Enfin, ils savent pas trop, mais en fait, c'est deux langages qui ont strictement rien à voir, si ce n'est qu'ils ont une syntaxe à peu près identique, c'est-à-dire l'utilisation d'un point pour enchaîner les méthodes des objets, ce genre de choses, mais grosso modo, ils n'ont pas grand-chose à voir, les deux langages. Et donc, ce petit langage JavaScript, à la base, il est vraiment là pour apporter des petites interactions dans le front-end, dans le navigateur. Pour dire, en gros, on va éviter de faire des requêtes HTTP supplémentaires, par exemple, pour valider un formulaire. Ben là, s'il devait mettre un email, et s'il devait mettre un numéro de téléphone, et s'il devait mettre son nom qui devait être supérieur à plus de 10 caractères, par exemple, on va le faire dans le front. N'envoyez pas une requête HTTP pour utiliser de la ressource serveur juste pour valider ça. Bon, même si au final, il faudra toujours une validation côté serveur, mais dans leur idée, c'était ça. C'était amenons un tout petit peu de dynamisme sur le front. Alors, bien sûr, ça a un grand succès parce que c'est quelque chose qui était attendu par les développeurs de sites web. Enfin, à l'époque, c'était même pas des développeurs, parce qu'on faisait du HTML, du CSS, c'était une tâche qui était donnée beaucoup aux designers. Mais malgré tout, c'est quelque chose d'intéressant. Un petit langage facile à apprendre, même pour des gens qui ne sont pas développeuses et développeurs, qui ne sont pas des informaticiens aguerris, bah, ça fait toujours plaisir et ça permet d'enrichir un peu les interfaces. En 96, donc Microsoft qui voit sortir ce truc-là, qui comprend très bien que eux aussi ils ont en ligne de mire le fait que de toute façon l'avenir c'est le web, hein, et ils se disent on peut pas laisser passer ça parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui commencent à intégrer du JavaScript. Et il faut absolument, dans une guerre de navigateurs qu'ils ont entre eux, hein, Microsoft et Netscape, il faut absolument que Microsoft dise ben, vous inquiétez pas, vous pouvez faire du JavaScript et continuer malgré tout à utiliser Internet Explorer 5, il n'y a pas de problème. Nous, dedans, on a JScript. Alors, JScript, c'est pas un autre langage. Hein. JScript, c'est vraiment une implémentation de JavaScript. Ils l'ont simplement appelé JScript parce qu'à l'époque, il y avait un problème de trademark pour le mot Java, hein, qui appartenait à Sun Microsystems. Et du coup, pour pas s'emmerder, ils ont appelé ça JScript. Mais c'est le même langage. C'est exactement le même langage. Et là, c'est là où je vais quand même mitiger. Parce que je pense que même aujourd'hui, vous qui êtes jeune, et moi qui suis vieux, mais vous devez savoir, je pense, que il y a eu une espèce d'enfer de compatibilité, à l'époque en tout cas. Il y a toujours des blagues, j'imagine, sur IE6 qui doivent tourner dans vos entreprises, peut-être pour ceux qui sont en alternance ou même à l'université. Il y a eu un problème, c'est que l'implémentation de Microsoft de son JavaScript, entre guillemets, de son JScript, l'implémentation de Netscape de son JavaScript n'était pas exactement les mêmes. Il y avait quelques fonctionnalités qui n'étaient pas les mêmes. Par exemple, des fonctions qui ont le même nom mais qui ne s'appellent pas avec le même nombre de paramètres. Ce genre de petites bêtises. Et ce qui a été un enfer pour les développeurs jusque dans les années 2010, on va dire. Donc jusqu'à récemment, la non-compatibilité, la non-standardisation, entre guillemets, du JavaScript entre les différents navigateurs, bah, ça a été un enfer. Est-ce que certains d'entre vous, qui font un peu de front, connaissent le site Can I Use? Je vais regarder le chat. C'est pour les propriétés CSS? Alors, c'est pas que pour les propriétés CSS, c'est aussi pour les fonctionnalités JavaScript, par exemple. Mais aussi pour le CSS. Qu'est-ce que c'est que Can I Use? Si vous regardez en parallèle de la conférence que je suis en train de vous faire, là, vous allez vite fait sur Google, chercher Can I Use, et vous allez voir qu'en fait, bah, c'est un site. Quel est son but? Son but, c'est de vous dire, voilà, telle fonctionnalité JavaScript, tu peux l'utiliser dans tous ces navigateurs-là, mais pas dans tous ces navigateurs-là. Et en fait, son but, c'est de créer une espèce de registre de qu'est-ce qui est utilisable selon quelle implémentation, selon quel moteur de JavaScript vous allez utiliser. Et en fait, aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens parce que malgré tout, il y a eu une grande uniformisation qui a été faite entre les différents fournisseurs de navigateurs. Mais à l'époque, donc dans les années 90-2000, c'était un véritable enfer. Ça prenait de... C'est-à-dire que nous, par exemple, moi je me rappelle, quand j'étais encore en 2007, 2008, 2009, si le client voulait que ça marche sur Firefox et sur IE, et en plus sur IE6, par exemple, eh ben, il fallait lui facturer 3, 4, 5 jours de budget supplémentaire juste pour s'assurer de la compatibilité du code qu'on écrivait en JavaScript. Donc ça veut dire que ça coûtait de l'argent, globalement, à l'industrie, ça a coûté de l'argent, cette guerre des navigateurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Netscape, qui avait créé JavaScript, rapidement, en 97, a mis en place la standardisation de JavaScript. C'est-à-dire qu'ils ont pris le langage, ils l'ont filé à une association européenne qui s'appelle l'ECMA. Ils ont dit, voilà, maintenant, c'est vous qui gérez et c'est vous la seule source de vérité sur comment doit marcher le JavaScript.
Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les développeurs et les dirigeants de Netscape, de Microsoft, puis plus tard de Google, puis plus tard de Firefox, etc., même de Mac, se réunissent grosso modo régulièrement au sein de l'ECMA pour décider du futur du JavaScript. Et donc l'idée, c'est de dire, on va avoir une seule source de vérité sur qu'est-ce que c'est que le JavaScript, et normalement, les navigateurs devraient suivre ça. Alors bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisqu'en réalité, même aujourd'hui, il y a encore un peu des différences en fonction des moteurs. Alors, pendant ce temps, donc le JavaScript, lui, fait sa petite vie. Les années 90 se finissent tranquillement, la bulle Internet en 2000 et tout, ça fait sa petite vie. Mais en attendant, depuis déjà le milieu des années 90, il y a déjà des gens qui ont en ligne de mire le fait que le web, c'est un OS en fait. Le web, c'est un système d'exploitation comme Windows, comme Linux, comme Mac, d'accord? C'est vraiment le futur de l'utilisation de l'ordinateur, ça se trouve dans le web. Et donc le browser doit pouvoir contenir des applications. Et donc, vous avez des gens qui se penchent là-dessus. Et vous avez notamment Java, évidemment, vous avez Flash, qui à l'époque appartenait à Macromedia et qui ensuite a été acheté par Adobe. Et donc, en fait, leur idée, c'est quoi? Le web doit pouvoir vous présenter des applications exactement comme celles que vous installez, exactement comme les clients lourds, ce qu'on appelait à l'époque, des applications que vous installez sur votre ordinateur, Excel, Word, votre application de compta, d'accord? Mais on se dit, non, mais il faut qu'on puisse importer ça sur le web. Comme ça, vous ouvrez votre navigateur, vous avez toutes vos applications directement dans le navigateur. Il n'y a plus besoin d'installer quoi que ce soit sur l'ordinateur. Une idée merveilleuse, une idée qui est en vie aujourd'hui. Ça y est, c'est fini. Microsoft Office, vous l'avez en ligne. Je sais pas moi, Discord, Zoom, tout ça, en théorie, vous pourriez le faire directement en ligne. Il y a même, aujourd'hui, on développe même en ligne avec des applications comme Gitpod ou comme VS Code que vous pouvez avoir directement dans votre navigateur. Donc vous pouvez véritablement, aujourd'hui, le navigateur, c'est vraiment votre OS, quoi. Et donc, arrive ce concept de Single Page Applications. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, tu vas te connecter sur ton browser, sur ton navigateur, et puis, tu vas avoir, tout simplement, véritablement des applications dedans. Alors, pour faire ça, ça veut dire que il faut qu'on puisse gérer le graphisme, d'accord? Si tu veux faire une application qui a besoin de te montrer des graphiques, ce genre de choses, il faut qu'on puisse dessiner sur la page, il faut qu'on puisse animer les choses, parce que parfois on a envie de faire des petites... d'accord, dans une application de client lourd, vous avez des transitions, vous avez de la vidéo, pourquoi pas même du jeu. Il faut qu'on puisse aussi faire en sorte qu'il y ait du son, pourquoi pas. Il faut qu'on puisse aussi faire en sorte qu'on puisse interagir avec un back-end, parce qu'on ne veut pas qu'à chaque fois qu'on ferme le navigateur, les informations qu'on y a tapées disparaissent. On veut que ces choses-là soient sauvegardées, puis on veut aussi accéder à de la donnée. Si on fait une application d'entreprise, on veut accéder vraiment aux facturations, aux fiches clients, etc., etc. Et tout ça, pour l'instant, rappelez-vous, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que sur le front, nous, pour l'instant, c'est HTML, CSS, et puis il y a un petit langage de script tout pourri qui s'appelle JavaScript qui vient de sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des solutions tierces. On va utiliser les applets de Java. Donc, on va pouvoir coder des applications front avec Java. Et alors ça tombe super bien parce qu'il y a un environnement qui est intégré. Java, vous l'avez sur le back-end. Et Java, vous l'avez aussi, pourquoi pas, si vous le souhaitez, sur le front-end, dans ce qu'on appelle des applets à l'époque. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais même pas si vous pouvez trouver un exemple d'applet aujourd'hui sur le net. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais donc, vous avez ce qu'on appelle des applets Java, où vous allez pouvoir coder en Java, un programme Java, mais qui sera intégré au niveau de votre navigateur, dans votre page web. Donc, c'est-à-dire que dans votre page web, à un moment de votre HTML, vous allez pouvoir écrire une balise qui va pouvoir faire appel à un programme Java qui va commencer à tourner dans votre navigateur. Et c'est pareil pour Flash. Vous allez pouvoir aussi écrire une balise où vous allez dire, voilà, dans cette balise, je vais invoquer Flash pour lancer tel programme Flash. Alors c'est ça où c'est merveilleux, c'est que on est dans le navigateur et pour autant on commence à avoir des technologies incroyables. Avec du Flash, on a des jeux vidéo, on a même pourquoi pas des applications de bureau. Pourquoi? Parce que avec Flash, on peut faire des appels par exemple WebSocket pour aller récupérer des données sur un serveur, pour aller en sauvegarder sur un serveur. Et c'est pareil avec Java. On va pouvoir, là vraiment le côté applet Java, c'était super pour les développeurs Java parce que c'était intégré. Vous codiez votre serveur, votre back-end, donc ça avec le framework de vos rêves ou sans framework. Et puis, donc à l'époque, c'était des servlets, des trucs comme ça. Et puis, vous codez le côté front, le tout dans un langage unifié qui est Java. Et puis voilà, vous avancez tranquillement comme ça. Alors, quel est le problème? Quelles sont les limites, en fait, en réalité, de ce truc-là? C'est que vous avez besoin de plugins. C'est-à-dire que ça ne marche pas dans le navigateur tout seul. Si vous faites du Java, vous avez besoin de la JVM. Si
Si vous faites du Flash, vous avez besoin du plugin Flash. Et tout ça, ça va amener à des problématiques d'intégration. Tout le monde n'a pas ces plugins, tout le monde n'a pas envie de les installer. Ça va amener à des problématiques aussi de performance. Bah ouais, les machines à l'époque, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Dans les années 90, la JVM de Java, c'est sympa, mais quand même, ça bouffe. Pareil pour le plugin Flash, il faut l'installer, il faut que ça tourne. Donc tout ça, ça pose malgré tout des problèmes. Il y a beaucoup de limites à ce que je suis en train de vous expliquer. Alors malgré tout, on arrive néanmoins à commencer à faire de véritables pages qui représentent des applications entières. Alors c'est quoi les piliers de ce qu'on appelle ces applications single page? Tout d'abord, c'est la possibilité de gérer l'interface. Ça tombe bien, que ce soit Java ou que ce soit Flash, on a tous les outils pour faire du graphique, pour faire des boutons, des inputs, tout ce qu'on veut faire, on peut le faire. Après, il y a la gestion du routing. Alors c'est quoi le routing? C'est le fait de dire, ce qu'on appelle aujourd'hui des deep links, c'est le fait de dire, ok, sur ma page, je vais avoir un endroit où il va y avoir un programme Java qui tourne. Ça, jusque-là, c'est clair. Mais néanmoins, dans ce programme Java, imaginez que j'ai un programme qui serve à gérer mes clients, d'accord? Voilà, je suis une société, je gère mes clients dans ce programme, et tous mes collaborateurs, ils se connectent juste à ma page web, et boum, ils ont le logiciel de gestion des clients. Malgré tout, s'ils rentrent sur la fiche d'un client, ils ont envie de pouvoir partager rapidement aux gens, je suis sur la fiche de tel client. Et pour ça, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir gérer les URL. Donc on va pouvoir faire en sorte que on travaille avec les URL qui se trouvent dans le navigateur, de telle sorte qu'on va pouvoir, par exemple, partager une URL qui, lorsqu'elle sera tapée par un autre visiteur, ça le mènera théoriquement sur la fiche du client. Et ça, c'était pas du tout facile, c'est pas du tout garanti et facile à faire avec du Flash ou avec du Java. Parce que malgré tout, ça voulait dire qu'il fallait, à un moment ou à un autre, quand même, accéder au navigateur. Alors, vous voyez que tout ça, ça se mélange. Et on commence à voir des limites à tout ce que je suis en train de vous raconter. L'URL, elle est tapée dans le navigateur. Le programme Java, il tourne effectivement au sein du navigateur, mais il est dans la JVM aussi. Et c'est pareil pour le plugin Flash. Donc, il y avait des possibilités de passerelle pour accéder à ce qui se passait au niveau du navigateur, mais ce n'était pas non plus simple. Alors, bien sûr, un dernier pilier de la single page application, c'est la possibilité de communiquer avec le back-end. C'est-à-dire de dire, je veux aller récupérer la fiche d'un client, je veux aller pousser une nouvelle fiche de client, supprimer une fiche de client, ce genre de choses. Et ce, sur un back-end qui puisse ensuite, sauvegarder, avoir une rétention de l'information dans une base de données, par exemple, pour faire en sorte que la prochaine fois que je me connecte, je retrouve mes actions. Et donc, vous comprenez qu'on est dans une époque où on a d'un côté la plateforme web qui est HTML, CSS et un tout petit peu de JavaScript, tout pété comme ça. Et puis, à côté, on intègre des technos et vous commencez déjà à comprendre que c'est intégré, mais c'est pas intégré, quoi. C'est sur le navigateur, certes, mais ça fait pas partie de la plateforme elle-même. Il faut un plugin pour le faire tourner. On a du mal à récupérer ou à agir sur le navigateur lui-même. On est un peu bloqué dans notre application, même si elle est à l'intérieur du navigateur, elle est quand même pas dans le navigateur. C'est un peu bizarre, quoi. Du coup, on commence à se poser la question suivante. Et pourquoi pas JavaScript? Ça serait la possibilité de créer ce genre d'application de telle sorte qu'elle soit autonome, plus de plugins, pas de JVM, on est directement sur le navigateur, sur la plateforme. Plus encore, ça permettrait aux développeurs qui font les sites web à l'époque, dont la plupart sont vraiment spécialisés HTML, CSS, de ne pas se mettre à apprendre du Java ou de l'ActionScript ou des trucs comme ça, tu vois, non. En fait, c'était souvent des intégrateurs, ces gens-là, ils n'étaient pas développeurs dans l'âme, ok? Et donc, leur but, c'était pas non plus d'apprendre 1 milliard de langages. Leur but, c'était de se centrer sur la stack front, HTML, CSS et JavaScript. Et enfin, l'expérience utilisateur pourrait être unifiée. Parce que à l'époque, quand vous faisiez une page HTML, vous aviez votre barre en haut, votre header, vous aviez votre footer, vous aviez votre page, quoi, avec son style. Et puis au milieu, vous aviez un applet Java ou une comment on appelle ça? Une visionneuse Flash, mais qui n'avait plus du tout la même gueule, quoi, la même interface. Et puis on avait beaucoup de mal à faire en sorte que quand on faisait quelque chose dans l'applet en Java, ça puisse avoir un effet en dehors de l'applet en Java. Là, le fait de se dire, attendez, venez, on se passe de tout ce bordel et on fait tout dans la plateforme, ça permettrait d'avoir une expérience pour l'utilisateur qui soit unifiée, d'accord, qui soit lisse, où la page serait identique, où vraiment tous les boutons seraient nickel, et quand on interagit à un endroit de la page, ça peut effectivement avoir un effet à un autre endroit de la page, sans qu'on ait cette limite, cette espèce de containerisation qu'on avait avec les applets ou avec la visionneuse Flash. Donc on a quand même beaucoup d'avantages à travailler avec le JavaScript. Mais on a malgré tout pour l'instant des problèmes. Pourquoi? Parce que le JavaScript pour l'instant c'est un tout petit langage,
C'est pas le même selon le navigateur sur lequel vous faites tourner le site, donc c'est un enfer. Et plus encore, pour l'instant, le JavaScript, il a aucun moyen, rappelez-vous, hein, je vous remonte les piliers de ces fameuses single-page applications. Le troisième, c'était malgré tout... Alors, la gestion de l'interface, bien sûr, c'est le but de JavaScript, de travailler sur l'interface, de faire en sorte qu'il y ait des changements dans l'interface, pas de problème, ça a été fait pour ça. La gestion du routing, ça peut se faire aussi, parce que le but du routing, c'est quoi? Regarder quelle est l'URL qui a été tapée dans mon navigateur, pour de telle sorte que moi, sur la page, je vais afficher telle ou telle chose supplémentaire ou telle chose en moins. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Par contre, là, la communication avec le back-end, ça, pour l'instant, JavaScript, ça n'existe pas. À aucun moment, depuis un code JavaScript, on peut appeler un serveur pour lui poser une question, pour travailler avec, etc. Et donc, la révolution va venir pour une fois, non, pas pour une fois, les pauvres, c'est du troll, mais la révolution va arriver à un moment donné de chez Microsoft, qui, lorsqu'ils vont travailler sur une application qui s'appelle Outlook Web App, donc l'idée, vous le voyez déjà, hein, c'était de dire, les gars, venez, on fait un Outlook directement dans le navigateur. Comme ça, il n'y a plus besoin d'installer Outlook, et on a directement nos mails dans le navigateur. Ben, ces gens-là, ils ont travaillé sur une petite interface, un petit bout de code, pas bien compliqué, qui s'appelle XML HTTP Request. Enfin, à l'époque, il s'appelait XML HTTP Request, parce que c'était une interface et il fallait que les navigateurs l'implémentent. Et en réalité, dès 97, donc Microsoft travaille là-dessus, et ça va sortir véritablement, on va dire, dans les navigateurs en 97, il me semble déjà. Enfin, en tout cas, ils sont en train de le stabiliser et ils bossent dessus entre 97 et 2002. Et Mozilla, donc finalement c'est la fondation qui a succédé à Netscape, eux aussi donc voient ce petit robot, cette petite proposition de Microsoft et se disent mais attends, mais c'est super, on va faire ça. Quel est le but de ce petit truc là? XML HTTP Request, c'est justement la porte, enfin le petit trou qui va faire en sorte que désormais JavaScript va pouvoir contacter le serveur, va pouvoir envoyer des requêtes HTTP vers un serveur, et donc va pouvoir tout simplement soit pousser des données, soit en récupérer. Donc ça, c'est très très cool. Pour une fois, donc du coup, ça vient de chez Microsoft, merci à eux. Et ça a été tout de suite adopté par d'autres navigateurs, comme notamment le moteur de rendu Gecko de chez Mozilla. Alors, pour l'instant, on a réglé ce petit problème. C'est cool. Mais néanmoins, on continue d'avoir d'autres soucis. On continue d'avoir le souci des... comment on appelle ça? Des manques de compatibilité qu'on a entre les navigateurs. On continue à avoir les soucis du fait que c'est un langage qui n'est pas très mûr, qui est assez compliqué à utiliser à certains moments. Et donc, JavaScript n'est pas encore véritablement fin prêt pour qu'on puisse réellement créer des single-page applications avec eux. En 2006, on va avoir une petite révolution. J'ai perdu un... Hop. J'ai perdu une partie de mon fond vert, c'est pas grave. En 2006, on va avoir une petite révolution qui va arriver, c'est jQuery. Alors jQuery, c'est une librairie, donc c'est du full JavaScript, hein, c'est du JavaScript, mais c'est une librairie qui va embarquer un certain nombre de fonctions, qui va permettre donc aux développeurs d'utiliser ces fonctions-là. Et ces fonctions, qu'est-ce qu'elles vont apporter? Elles vont nous apporter tout d'abord l'assurance de pouvoir écrire du JavaScript avec une syntaxe un peu plus simple. Donc véritablement passer de JavaScript, on va dire natif, ce qu'on appelle le Vanilla JS, au jQuery, c'est une révolution pour les doigts, pour les yeux, pour l'esprit. On écrit tout de façon plus fluide, plus logique, plus simple. Et plus encore, la révolution jQuery, c'est quoi? La révolution jQuery, c'est qu'on va on va enfin avoir de l'uniformité. On va enfin avoir de l'uniformité sur nos navigateurs. C'est-à-dire qu'un code, une fonction jQuery qu'on appelle, quand on appelle du code jQuery, eux nous assurent que le code qui est écrit derrière sera adapté à tous les navigateurs. Et du coup, ça va nous simplifier la vie énormément. Pour beaucoup de choses qui n'étaient pas compatibles entre Mozilla et Microsoft, finalement, quand on fait du jQuery, on s'assure au moins que c'est compatible et que tout marchera pareil dans tous les navigateurs. On s'assure aussi qu'au niveau des animations et justement de ce fameux Ajax dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce fameux XML HTTP Request, ça marche un peu mieux. Du coup, on va avoir, à l'époque d'ailleurs, je suis désolé, je fais une digression parce que j'ai des choses qui me viennent en tête d'un coup. Entre ce qui se passe chez Microsoft sur Internet Explorer et ce qui se passe chez Mozilla sur Firefox, faire un appel HTTP en JavaScript, ça s'écrit pas de la même façon. Donc vous êtes obligé de dire dans votre code JavaScript, si le visiteur est sur IE, sur Internet Explorer, je vais faire mon appel HTTP de telle sorte, de telle façon. Si mon visiteur est au contraire sur Firefox, je vais faire mon appel HTTP d'une autre façon. Donc c'est l'enfer.
avec jQuery, on arrive, on a une fonction Ajax, on a des fonctions get, post, etc. Et on dit voilà, j'appelle la fonction Ajax. Et c'est derrière le rideau que jQuery va faire la vérification de est-ce qu'on est chez Microsoft ou est-ce qu'on est chez Firefox. Donc vous imaginez bien que quand ça arrive ça en 2006, alors il y a une petite guerre avec MooTools, qui était une autre librairie qui avait un peu les mêmes ambitions, et c'est jQuery qui a gagné parce qu'elle avait sûrement été mieux faite, plus extensive, dans le sens où on pouvait faire des extensions à jQuery, on a fait beaucoup de plugins, etc. Et du coup, c'est eux qui ont gagné la guerre. Aujourd'hui encore, je vous en reparlerai, mais même si la librairie est devenue obsolète, parce que depuis 2006, le langage JavaScript, les technologies, les librairies ont évolué de telle sorte que jQuery n'est plus forcément utile, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, hop, on pouvait passer par SOAP. Non, excusez-moi, parce que je viens de voir la question de Damien il y a quelques minutes. Oui, mais même pour faire du SOAP en JavaScript, tu n'avais pas de tunnel de connexion, en fait. Tu ne pouvais pas ouvrir de connexion, en fait, Damien. C'est ça le problème. Tu n'avais même pas l'idée d'ouvrir une connexion vers un serveur, que ce soit via un protocole SOAP, que ce soit via même les sockets. Il ne me semble pas que ça ait été une réalité, si tu veux, dans le JavaScript. Alors, je disais donc, aujourd'hui, jQuery est obsolète. Il reste utilisé, à votre grande surprise, dans 80% des sites web. Pourquoi ? Parce que ça a eu un tel impact sur le développement de plugins, sur l'écosystème front, que encore aujourd'hui, vous avez en gros 80% des sites web en ligne qui ont quelque part une ligne de jQuery écrite en eux. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser à cette librairie, même si nous, pendant cette semaine, on ne va pas forcément s'y intéresser au niveau pratique. Mais donc, XML HTTP request, le petit objet qui permet d'ouvrir des connexions vers des serveurs, c'est fait. jQuery qui arrive pour uniformiser tout ça, pour faire en sorte que le développement cross-navigateur se passe mieux, c'est fait aussi. Et donc du coup, on arrive à quoi ? On arrive à un moment où ça y est, JavaScript, ça devient un acteur véritablement, potentiellement important du game des SPA. Donc on va dire, mais ça y est, en fait, c'est largement faisable. On n'a plus besoin de Flash, on n'a plus besoin de Java, on n'a plus besoin de tout ça. Maintenant, si vous voulez développer une véritable application au sein du navigateur, eh bien, il va falloir que vous utilisiez du JavaScript. Donc, ça veut dire que le langage, désormais, va se retrouver avec une responsabilité incroyable. C'est qu'on est en train de dire à ce petit langage de script, maintenant, c'est toi le langage central du front. C'est toi qu'on va utiliser pour faire des applications front-end complexes. Et donc, malgré tout, ça ouvre des portes énormes, mais ça met beaucoup de pression sur le langage JavaScript qui va devoir beaucoup se réformer à partir de ce moment-là en disant « Ok, si vous voulez qu'on soit un langage sérieux, il faut qu'on se donne les moyens d'être un langage sérieux, donc il faut qu'on évolue pas mal. » Et effectivement, le JavaScript a beaucoup évolué pendant les années 2000-2010 jusqu'à une autre révolution dont on ne va pas parler ici, qui est la révolution de l'ES6. C'est l'ES 2015. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à un moment donné, chaque année, en fait, l'ECMAScript, rappelez-vous, la fondation ECMA, qui gère du coup la standardisation de l'ECMAScript, qui est en fait le standard de JavaScript, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est le langage JavaScript ? Eh bien, eux, ils sortent une version tous les ans. Alors, la plupart des années, c'est bon, ils ont rajouté une fonction X, une fonction Y, bon, c'est pas fou. En 2015, la recommandation qui est sortie, elle était révolutionnaire. Elle a rajouté des tonnes de fonctions intéressantes, des tonnes de choses qui sont véritablement très importantes dans l'utilisation du JavaScript et qui aujourd'hui sont absolument essentielles. Et donc, le langage va se spécialiser de plus en plus, mais déjà à l'époque, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi là, Gmail, Google Maps, les petits chats qui sont devenus désormais possibles directement en JS. Je le cache ici, mais regardez, vous avez petites notifications là, les petites notifications chez Facebook qui apparaissent en temps réel. Pourquoi ? Parce que JavaScript désormais, il est capable de demander à Facebook est-ce qu'il y a une notif ? Et si oui, boum, il le fait apparaître directement dans l'interface. Donc voilà des choses très intéressantes qui vont commencer à apparaître à partir des années 2000, on va dire, dans le milieu des années 2000, on va commencer véritablement à avoir des applications sans plugin Flash, sans plugin Java, directement dans le navigateur. Très, très, très intéressant. Donc les navigateurs, de leur côté, ils évoluent aussi. Puisqu'ils deviennent désormais le point névralgique de l'utilisation de vos ordinateurs. D'accord ? On avait l'idée d'utiliser les applications qu'on installe, mais désormais, le navigateur va devenir vraiment la place centrale de votre utilisation de l'informatique au jour le jour, puisque les applications vont se retrouver dedans. Donc eux aussi commencent à évoluer de plus en plus. Donc vous avez bien sûr en ligne de mire le standard HTML5, sur lequel ils ont travaillé pendant des années et des années,
et qui a fini par sortir, il me semble, dans les années 2014-2015, je ne me rappelle plus. Donc vous allez voir arriver le standard HTML5. Donc on va avoir de nouvelles balises, de nouvelles possibilités de structuration de page. Vous allez avoir l'arrivée de certaines API sur le navigateur, comme des API pour faire jouer des vidéos, de l'audio, le WebGL pour faire carrément du graphisme. Vous allez arriver sur du WebRTC pour faire de la communication audio et visuelle directement sur le navigateur. Et bref, vous allez avoir des milliards de nouveautés qui vont arriver de plus en plus sur les navigateurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, le navigateur reste l'emplacement idéal pour bosser, sur votre ordinateur, quoi. Vous n'utilisez quasiment plus de clients lourds sur les différentes applications que vous allez utiliser. C'est moi ou je suis allé super vite? Non, ça va, je suis pas allé si. Vous me le dites, hein, si vous pensez que ça va trop vite et que je vous donne trop d'informations, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Qu'est-ce que je vois ici? Je vais quand même vérifier le chat, histoire de voir que... Oh, pour le moment, c'est bon. Non, c'est super. C'est juste pour m'assurer que vous ne soyez pas noyés. Donc, on part d'une situation dans les années 90 et 2000 où vous avez, grosso modo, votre serveur back-end qui est là, qui avait toute la responsabilité qui lui posait sur les épaules. La validation, les traitements, la persistance dans la base de données, la génération du HTML. C'est-à-dire que quand on appelait... à chaque fois si vous voulez faire évoluer le visuel, il fallait appeler le serveur. Avant JavaScript, c'était comme ça. Si tu veux que ton visuel change, c'est que tu as appelé le serveur qui a généré du visuel et qui t'a répondu. Désormais, on est passé plutôt sur un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc, c'est-à-dire que désormais, certaines responsabilités se sont échappées vers le front-end ici. OK ? Donc, notamment, alors, on garde quand même, vous le voyez tout là-bas, du coup, on ne voit pas mon bras, mais vous voyez que je vais là-bas. On garde quand même la validation et la persistance du côté du back-end. Alors, la persistance, c'est logique, puisque c'est là que se trouve la base de données. Pour la validation, vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le front-end est considéré toujours comme potentiellement vicié. On peut tout à fait, hacker, mais on peut tout à fait trouer la sécurité sur le front-end, puisque tout ce qui est front-end, en fait, c'est votre navigateur. Hein, donc, c'est sur l'ordinateur du visiteur. Donc, c'est lui qui a la capacité de faire ce qu'il a envie avec. Par contre, du coup, la validation doit rester côté back-end. Hop, bougez pas une seconde. Ah oui. Hop. Hop. Excusez-moi, hein, je règle deux bêtises pour vous faciliter le visuel. Non, c'est trop, tant pis. C'est pas grave, on va rester comme ça. C'est que j'étais en train de devenir transparent. Enfin, donc, 2009, on continue d'avancer dans l'historique, et là, vous allez voir que là, ça va toucher directement notre TP, ça va toucher directement les exercices qu'on va faire, puisqu'on va commencer à parler de Node, et donc Node, l'impact que ça a eu sur le développement web et sur sur l'outillage finalement, sur les outils auxquels on va commencer à avoir accès, y compris en termes de développeurs web. Hein. C'est-à-dire que je ne parle pas juste pour les gens qui font du Node sur le côté serveur, je parle carrément aussi des gens qui font du web. C'est-à-dire que Node, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, Node, c'est l'idée de dire on va prendre du JavaScript, et on va permettre aux utilisateurs de le faire tourner en dehors du navigateur. C'est-à-dire de le faire tourner sur votre ordinateur de bureau, sur un serveur, peu importe. Donc Node, c'est la possibilité d'exécuter du JavaScript en dehors du navigateur. Et alors là, ça ouvre un monde de possibilités. Créer des applications, créer des scripts de console, créer des serveurs, du back-end carrément. Donc créer toutes sortes d'applications. Aujourd'hui, j'imagine que la plupart d'entre vous utilisez Discord. Si vous l'avez installé sur votre ordinateur, vous devez peut-être vous douter que Discord, en fait, c'est juste une application web. Même si elle est installée sur votre ordinateur, quand vous l'ouvrez, si je me rappelle bien, Discord, c'est quelque chose qui est basé sur Electron. Electron, c'est quoi ? C'est un environnement d'exécution basé sur Node qui vous permet de créer donc des applications de bureau en HTML, CSS, JavaScript. Donc vous avez pareil pour les applications mobiles. On va commencer à se dire, ok, en fait finalement, les applications web peuvent venir dans le monde mobile avec des trucs comme PhoneGap, etc. Et donc Node, lui, c'est l'idée de dire, je sors le JavaScript du navigateur.
Et donc, forcément, ça intéresse des développeurs qui, à la base, ne s'intéressaient pas forcément au JavaScript. Ça va commencer à ouvrir des perspectives pour ce langage-là. Alors, autre chose, ce qui est très important, c'est ça. Voilà. Node, quand je crois que c'est Ryan Dale qui s'appelle, quand il sort Node, il sort avec un package manager. Donc, le package manager, j'espère que voilà, je ne vous rends pas fou avec cette idée, que vous connaissez tous qu'est-ce que c'est qu'un package manager, un gestionnaire de dépendance. Je ne sais plus d'ailleurs sur Java, c'est quoi? C'est Maven, c'est ça le gestionnaire de dépendance? Comment tu fais pour installer une dépendance avec Java? Ouais, soit on Oui, télécharge c'est directement Jar, soit c'est Maven, soit c'est Gradle aussi. ouais, Oui, Gradle. Gradle. D'accord, donc vous voyez très bien ce que c'est qu'un gestionnaire de dépendance, le fait de dire dans mon projet je vais avoir besoin de telle librairie en telle version, téléchargez-les-moi, mets-les-moi à un endroit particulier, et puis au moins je pourrais les utiliser facilement. C'est ça. Node, il est doté de ce fameux package manager qui s'appelle le NPM, et qui d'ailleurs j'ai appris en faisant des recherches pour cette conférence que NPM ne veut pas dire Node Package Manager, et en fait ça veut rien dire, voilà. Enfin, vous regarderez, en gros, c'est comme PHP, c'est un rétro-acronyme qui parle de lui-même en disant NPM ne veut pas dire Node Package Manager, ce qui est complètement incroyable. Mais on s'en fout, tout le monde croit que c'est Node Package Manager et puis ça nous va très bien parce que c'est plus clair. Alors, du coup, vous avez toute une communauté qui va commencer à travailler sur Node et notamment, vu qu'il y a un package manager, tant qu'à faire, qui vont commencer à créer des packages. Donc voilà, tiens, moi j'ai créé un package pour gérer tel aspect des choses, moi j'ai créé un package pour faire ceci, moi j'ai créé un package pour faire cela. Et du coup, vous allez vous retrouver avec, au détour de l'année 2010, je crois 2013, entre 2010 et 2013, 50 000 paquets qui vont être développés par la communauté Node. Et donc, quelle est la nouveauté que ça va apporter pour le développement front-end? Pour le développement front-end, la nouveauté que ça va apporter... Attendez, bougez pas, je reviens dans une seconde. Vous êtes mute. On vous entend pas. Putain, Vous êtes merci. mute, monsieur? Merci beaucoup. Ouais, je disais, pour le développement front-end, la nouveauté que ça va apporter, c'est que les modules qui ont été créés pour Node, ça va aussi être potentiellement intéresser ces développeurs front-end, ces développeuses et développeurs front-end. Et donc, l'écosystème de Node va avoir un impact important. Quelle est la nouveauté? La nouveauté, c'est que les développeuses et les développeurs front vont pouvoir maintenant se développer des outils. Alors, pourquoi je vous parle d'outils? Parce que désormais, JavaScript peut être exécuté en dehors du navigateur. On peut créer des scripts de console, des scripts de terminal, d'accord? Et donc, on va pouvoir commencer à se créer des CLI, des commandes line interface, des petits outils qu'on va pouvoir lancer dans le terminal directement pour faire des tâches X et Y. Et c'est lors des années 2010, au début des années 2010, vous allez voir apparaître des outils comme Grunt, Gulp et pourquoi pas en 2014 Webpack. Webpack qui est un des outils les plus connus aujourd'hui pour les développeurs et les développeuses JavaScript, qui est aussi l'enfer. C'est vraiment un horrible outil en termes de configuration, mais vous inquiétez pas, on verra ça un peu pendant les TP. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux outils? C'est des outils qui vont nous permettre de lancer des tâches, de lancer des scripts directement dans notre terminal avant donc d'envoyer le JavaScript au niveau du navigateur. Et ça va être très intéressant pour les développeuses et les développeurs du front-end, du coup, qui vont pouvoir arriver à des qui vont pouvoir arriver à des optimisations typiquement. Alors regardez, en 2012 apparaît Grunt, donc le task runner écrit en JavaScript. Donc ça vous permet en fait d'automatiser des tâches. Genre pendant votre processus de dev, vous avez envie de dire, je sais pas moi, tiens, je suis en train d'écrire du JavaScript ici, j'ai 3 fichiers JavaScript, et puis pour optimiser, j'aimerais bien que tu regroupes ces 3 fichiers en un seul. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il sait faire. J'ai envie que tu enlèves tous les espaces non significatifs pour faire en sorte que mes fichiers soient plus légers. J'ai envie aussi que tous les fichiers CSS, tu fasses la même chose, tu les compactes en un seul fichier. Ce genre de choses. Donc Grunt, son but, c'était un peu de faire ça. Alors ça a été aussi suivi par Gulp.js, qui était basé vraiment sur la même chose, mais qui était un peu plus évolué. En 2012, vous avez aussi un truc qui s'appelle Testacular, qui est un framework de test unitaire qui permet de faire jouer les tests
avec le navigateur. Donc, pour s'assurer que, par exemple, tiens, ça marche sur Firefox, mais ça marche pas sur Chrome et ça marche pas sur IE. Ou ce genre de choses. Alors, le nom aujourd'hui de Testacular, peut-être certains connaissent, ils ont changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle le framework Karma. Donc, c'est un framework vraiment un runner de test. Vous avez Mocha aussi, que j'ai pas écrit dans les paragraphes, mais je vous ai mis le logo ici. Mocha qui va sortir, qui est un framework de test unitaire aussi. Un framework d'expectation, d'accord? Ce qui va nous permettre de dire, je m'attends à ce que telle valeur soit égale à ceci ou à cela. En 2013, vous allez avoir... Alors ça, pour le coup, c'était vraiment une révolution. Vous avez Browserify. Browserify, c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser au sein du navigateur des modules qui ont été développés pour Node à la base. Alors, c'est un bordel sans nom, parce que vous comprenez bien que JavaScript en soi, d'accord? Le JavaScript est un langage, mais il peut être utilisé tantôt dans le navigateur, tantôt pas dans le navigateur, tantôt dans Node. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le langage, c'est JavaScript, mais vous avez accès à des fonctions sur le navigateur dont vous n'avez pas accès au niveau du browser. En fait, le JavaScript, en soi, c'est vraiment juste la partie syntaxe, mais les fonctions que vous allez pouvoir utiliser en tant que telles vous sont proposées en fonction de votre environnement d'exécution. Si vous êtes sur Node, vous allez avoir accès à des modules et des fonctionnalités qui vont vous permettre, par exemple, d'aller attaquer le disque dur, d'aller attaquer une base de données, d'aller faire ce genre de choses. Si vous êtes dans le navigateur, aucun rapport. Il n'y a pas du tout de notion de disque dur. Par contre, vous allez avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre de mettre à jour le HTML dans la page, de faire appel à un serveur distant, ce genre de choses. Donc, vous n'avez pas les mêmes API véritablement selon que vous travaillez dans l'environnement Node ou dans l'environnement browser. Alors, Browserify, lui, il vient vous dire, moi, en fait, ce que tu connais sur Node, je veux te permettre de l'utiliser sur le navigateur. Par exemple, tu as un module Node qui existe, là, qui est super parce qu'il permet de faire des calculs mathématiques hyper précis de tel truc. Mais c'est un module Node, hein, c'est pas une librairie JavaScript à utiliser en théorie dans ton navigateur. Browserify va te dire, moi, pas de souci, je te permets de l'utiliser dans le navigateur si tu veux. C'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de fonctions qu'il va falloir traduire, entre guillemets, parce que vraiment, on n'est pas du tout dans les mêmes environnements. Et du coup, ça marchait pas non plus pour tous les modules, forcément. Et en 2014, va arriver du coup Webpack, qui est ce qu'on appelle un module bundler. En gros, l'idée, c'est toujours pareil. C'est on va optimiser, on va faire des optimisations de pages. Je vais en reparler, je pense, il me semble, dans une slide plus tard, je vais vous reparler des optimisations de pages. Mais en gros, l'idée de Webpack, c'est de dire, voilà, dans mon projet, j'ai plein de ressources qui font que ma page, elle va fonctionner. Donc, j'ai du HTML, j'ai des images, j'ai des fichiers statiques, j'ai du CSS, j'ai du JavaScript. Et donc, ces ressources-là, j'ai envie de les représenter dans un espèce de graphe et j'ai envie de faire en sorte que je vais chacune pouvoir gérer différentes opérations dessus. Bien, Webpack, c'est quelque chose qui vous permet de faire ça. Et qui est toujours très, très, très utilisé encore aujourd'hui et qui, a priori, ne devrait pas être détrôné par autre chose. Donc, simplement, en termes de, ne serait-ce que de culture générale, si vous commencez à faire du front, en termes d'apprentissage de vocabulaire, vous avez des optimisations qui vont être recherchées de plus en plus puisque le navigateur étant en train de devenir, là je parle à l'époque, je parle des années 2010 parce qu'aujourd'hui c'est terminé, aujourd'hui c'est bon, c'est fait, mais à l'époque, le navigateur étant en train de devenir l'acteur principal vraiment l'utilitaire principal de l'utilisation des gens, quoi, c'est vraiment le navigateur, eh bien on va vouloir optimiser le plus possible la façon dont ça fonctionne. On va vouloir optimiser le plus possible la rapidité d'accès à nos pages. Et notamment, vous le savez peut-être, ou peut-être c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, mais en tout cas, essayez peut-être de vous renseigner un minimum dessus. Le SEO, qui est devenu aussi une part importante de ce qu'on regarde quand on crée une application, quand on crée un site web. Le SEO, c'est-à-dire la capacité des moteurs de recherche à faire ressortir notre page en fonction des mots-clés tapés, eh bien, les robots de Google, par exemple, ou de Bing de chez Microsoft, ou de Yahoo, de qui vous voulez, prennent relativement beaucoup d'importance, donnent beaucoup d'importance à la rapidité d'exécution et de chargement d'une page. D'où l'idée que il va falloir qu'on ait des optimisations, comme je vous en parle ici, là-haut. Vous allez avoir de plus en plus d'optimisations sur les fichiers JavaScript, mais aussi sur les fichiers CSS. Alors, au niveau JavaScript, on va avoir notamment le bundling. Alors, qu'est-ce que c'est que le bundling? L'idée, c'est de dire, moi, dans mon projet, en fait, pour que cette page-là s'affiche correctement, il faut qu'elle charge 5 fichiers JavaScript.
il y a un fichier qui a telle et telle fonction dans un autre fichier. Parce que moi, dans mon code, j'ai pas voulu tout mettre dans un même fichier. J'ai envie de m'organiser tranquillement. Donc, j'ai envie de bien ranger mes fonctionnalités en fonction de différents fichiers. Ce qui est tout à fait louable. Mais qui, au niveau de l'utilisation, n'est pas optimisé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous permet de dire non, non, mais toi, garde tes 5 fichiers pour bien t'organiser. C'est normal. Tu as envie que ton code il soit propre, clean architecture, clean ce que tu veux. Fais tes trucs propres. Mais par contre, avant de livrer le site au client et que véritablement ce soit en ligne, fais en sorte que tes codes soient bundlés. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va rassembler le code de plusieurs fichiers dans un seul fichier. Quel est l'avantage ? C'est qu'au niveau du navigateur, quand je vais visiter votre site web, je vais aller plus vite en téléchargeant un seul fichier que... Alors vous allez me dire, pourtant c'est le même poids, puisqu'il y avait 500 lignes dans l'un et 500 lignes dans l'autre, et du coup ça fait 1000 lignes en tout. Le texte est le même, oui, mais le fait d'ouvrir une connexion HTTP pour aller chercher votre fichier et le récupérer, puis d'ouvrir une deuxième pour aller chercher le deuxième et le récupérer, c'est plus chronophage, ça bouffe plus d'optimisation, ça bouffe plus de perf, que le fait de dire, je vais aller prendre un seul fichier, même s'il est 2 fois plus gros finalement. J'ouvre une connexion, je le prends et je le reprends. Et c'est pareil pour le fait que, à chaque fois que vous allez chercher un fichier et que vous allez le récupérer, avant d'aller chercher le suivant, vous allez déjà, au niveau du navigateur, vous allez déjà lire ce fichier de code, donc charger tout ce qu'il faut en mémoire et tout. Donc ça prend du temps tout ça. Donc le bundling, c'est déjà une première optimisation. Deuxième optimisation, alors ça, j'ai même pas besoin de l'expliquer, minification, ça porte son nom. En gros, vous supprimez tous les espaces non significatifs, tous les sauts de ligne, vous virez tout. Tout ce qui n'a pas d'importance, vous le virez. Les commentaires, vous jartez tout du code. Et là, en fait, vous pouvez gagner une place significative. C'est-à-dire que des fichiers, parfois, qui font 60 kilooctets, vous les réduisez à, je sais pas moi, si vous enlevez tous les espaces, tous les commentaires et tout, potentiellement à 20 kilooctets. Au niveau de la connexion, surtout si vous avez une connexion un peu pourrie en 3G ou à l'époque en 512K, ce genre de truc, ça fait plaisir. Ensuite, vous voulez encore aller plus loin. Et alors là, vous avez un outil, une procédure qui s'appelle le mangling. Alors ça, c'est très intéressant. Le mangling, en fait, à la base, l'idée était de cacher le fonctionnement de votre code. C'était de dire, ouais, mais attends, là, comme c'est du code JavaScript, ça se retrouve sur le navigateur des visiteurs. Donc n'importe qui peut voir, mais qu'est-ce qu'il a écrit dans son code ? N'importe qui peut rétro-ingénérer quelque part ce que vous avez fait. Ce qui est super d'ailleurs, moi je vois pas pourquoi les gens voudraient cacher. Mais des fois, les gens voulaient cacher. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Le mangling, c'est l'idée que vous allez obfusquer votre code. J'espère que vous êtes tous à peu près OK avec la notion d'obfuscation. Je crois. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de dire, les variables, en fait, on va leur changer leur nom. Les fonctions, on va changer leur nom. En fait, on va rendre ce code complètement incompréhensible pour le kidam qui viendrait le lire. Mais quel est alors là, encore une fois, je parle comme un vieux, le deuxième effet qui se coule ? En gros, vous avez une variable qui s'appelait âge, ça devient A. Vous avez une variable qui s'appelait prénom, ça devient R. Vous avez une variable qui s'appelait âge du pilote, ça devient X. Et donc, en fait, quel est le deuxième effet qui se coule du mangling ? C'est qu'on va raccourcir tous les noms de variables, tous les noms de fonctions relativement à peu près à 1 ou 2 lettres. Et donc, forcément, votre fichier qui faisait 60 kilooctets, il en fait 20 kilooctets maintenant. Donc, vous avez le bundling qui va rassembler plusieurs fichiers en un. Vous avez la minification qui va virer tous les espaces qui servent à rien, tous les commentaires, tous les sauts de ligne qui servent à rien. Et vous avez le mangling qui va en plus raccourcir les noms des variables et les noms des fonctions. Et alors là, vous avez un fichier qui peut très rapidement passer de 100 kilooctets, 5 fichiers qui font en tout 100 kilooctets, vous arrivez à un fichier qui en fait 20, quoi. Donc ça, c'est assez magique parce que ça va permettre véritablement d'accélérer l'accès aux applications web. Et enfin, vous avez une autre pratique d'optimisation qui a été possible grâce à l'outillage que Node nous a apporté, donc les modules qui ont été faits, notamment grâce au module bundler avec Webpack, avec ce genre de choses, vous avez ce qu'on appelle le tree shaking. Alors, qu'est-ce que c'est que le tree shaking ? Rapidement, pour pas trop vous prendre la tête avec ça. Quand vous faites du JavaScript et que vous créez une librairie, ce qu'on appelle un module, vous allez créer des fichiers JavaScript dans lesquels vous allez exporter des fonctions. Ça veut dire quoi, exporter une fonction ? Ça veut dire, voilà, celui qui utilisera cette librairie pourra utiliser cette fonction et cette fonction et cette fonction. Donc, vous exportez les fonctions que vous voulez utiliser. Par ailleurs, vous pouvez avoir des fonctions que vous n'exportez pas. Et ces fonctions-là ne seront pas utilisables par les développeurs qui utiliseront votre librairie. Il y a une notion un peu d'encapsulation, si vous voulez. Alors, sans parler de ça, vous allez donc, dans votre librairie, exporter 10 fonctions. Sous-entendu, le développeur qui utilisera ma librairie pourra utiliser chacune de ces 10 fonctions s'il le souhaite. Et effectivement, les développeurs qui vont utiliser votre librairie vont importer dans leur fichier à eux cette fonction-là, cette fonction-là, cette fonction-là.
Mais très souvent, ils ne vont pas importer toutes les fonctions que vous avez développées dans votre package. Ok. Parfois, vous allez installer une librairie et vous n'allez importer finalement qu'une fonction sur 20 qui a été proposée par la librairie. Vous n'allez utiliser dans votre code, si vous voulez, qu'une seule fonction sur 20 qui sont proposées par la librairie. Eh bien, le tree shaking, c'est le fait de dire, dans le code final de mon application, est-ce que j'ai véritablement besoin d'embarquer toute la librairie qui a été installée? Non, j'ai besoin d'embarquer uniquement la fonction qui a été utilisée. Donc tree shaking, c'est quand vous secouez un arbre, d'accord, et que les feuilles mortes tombent et que l'arbre ne garde que les feuilles vertes. Ben là, c'est exactement ça. Moi, j'ai installé 40 librairies dans mon projet, mais par contre, dans chacune de ces librairies, à chaque fois, j'ai pioché une ou deux fonctions. Alors que chacune de ces librairies contenait du code pour 20 ou 30 fonctions. Donc si dans mon fichier final, j'importe toutes ces librairies, il va être très très lourd. Alors que si j'arrive à repérer quelles sont les fonctions que j'utilise et quel est le code mort que je ne veux pas utiliser, ben je peux optimiser encore une fois un peu plus le fichier final. Donc vous voyez que vraiment l'idée, ça a été de passer vers de plus en plus d'optimisation grâce à ces outils. Alors enfin, cerise sur le gâteau grâce à Node, son écosystème, c'est l'arrivée de framework de test, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc JavaScript, à partir des années 2010, va commencer à disposer d'un écosystème riche de tests. On va avoir des librairies comme Jasmine, Mocha, Jest, dont vous voyez le logo là. Moi, j'arrive pas avec ma caméra, ça passe pas, mais il est là, la petite chaussure rouge. Vous avez Karma, vous avez Jasmine, vous avez Cypress notamment, qui aujourd'hui est devenu vraiment un des acteurs principaux du marché du test end-to-end. C'est vraiment, c'est magique. On pourra le voir hein, si vous le souhaitez. S'il nous reste du temps sur un TP, pourquoi pas installer Cypress et voir comment ça fonctionne. Et du coup, aussi, non seulement Node et tous ces outils vont amener des frameworks de test, mais forcément, les outillages vont nous amener aussi à ce qu'on appelle l'ère des frameworks. C'est-à-dire, depuis les années 2010, une espèce de bataille mondiale et généralisée, la guerre totale, entre des librairies et des frameworks qui disent chacun qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ne sont pas les meilleurs, qui sont le plus... En fait, vous vous rendrez très vite compte que ça dépend des besoins. Comme d'habitude dans l'informatique, il n'y a jamais de réponse définitive, ça dépend. Mais vous allez avoir, grâce à tous ces outils, grâce à l'évolution du langage, grâce à l'évolution du navigateur, grâce à tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, l'arrivée désormais sur le marché de frameworks qui sont absolument incroyables. Alors, on dit framework, ère des frameworks, mais en fait, c'est pas vrai, il n'y en a qu'un de framework. Hein. C'est lui là. Ça, c'est le seul framework. Hein. Ce que vous voyez en haut et en bas, ce sont des librairies. C'est encore différent. Mais encore qu'il y a des frameworks qui ont été développés à partir de ces librairies-là.